When you download the Kroger app, you have easy access to savings every day. Shop weekly sales and get personalized coupons to get the most value out of every trip, every time, whether you shop in-store or online. Download the Kroger app now to save big. Kroger, fresh for everyone. Must have a digital account to redeem offers. Restrictions may apply. See site for details. Save big on your favorites with the Buy 5 or More, Save $1 each sale. Simply buy 5 or more participating items and save $1 each with your card. Kroger, fresh for everyone. Salve a tutti, siamo qui per la presentazione del nostro ospite d'onore Anne Sylvie Saint-Amand, un'autrice francese che approda in Italia con questo volume Lacerazioni che abbiamo deciso di pubblicare perché siamo rimasti veramente, personalmente sono rimasto veramente affascinato dalla sua letteratura, un weird che ho definito viscerale e che seppur riprende a volte dei canoni classici del fantastico, li elabora in una maniera originale che a mio parere è una delle caratteristiche che purtroppo manca molto spesso a questo tipo di letteratura negli ultimi anni. Quindi niente, ringrazio Selene che ci aiuterà per la traduzione di questo intervento e niente, quindi partirei chiedendo ad Anne Sylvie di presentarsi, della sua attività di narratrice e di questi racconti, parlarci di questi racconti presenti in questo volume che raccoglie le due sue antologie che sono state pubblicate in Francia. E dopodiché parleremo di altre attività di Anne Sylvie che oltre a scrittrice è anche curatrice della rivista Louise Albert che potete vedere lì in mostra, e poi anche traduttrice di letteratura fantastica dall'inglese al francese. Vas-y. Donc, présenter. Donc c'est toujours un peu compliqué de se présenter. È sempre un po' complicato presentarsi. Mais voilà, depuis une vingtaine d'années, je mène une carrière à deux parties. Une partie professionnelle qui a été diverse et parfois sans intérêt, jusqu'à il y a 8 ans. Depuis 8 ans, je suis traductrice à plein temps et indépendante, donc là, tout à coup, les deux parties de ma vie se sont raccordées en fait. Mais avant cela, effectivement, j'avais une activité professionnelle et à côté, je menais une activité littéraire, une création de romans essentiellement. E puis, quindi, diciamo che la mia vita professionale è divisa in due parti che poi si sono un po' riunite nella traduzione, ma prima di questo avevo una vita professionale e una vita legata piuttosto ai romanzi, quindi alla fiction, alla narrativa.
Et en fait, l'écriture de nouvelles est arrivée à peu près au moment où, en travaillant comme traductrice, pour choisir des textes, etc., pour le Visage Vert, et en lisant de plus en plus de nouvelles en fait, parce que dans le Visage Vert, qui est une revue qui paraît 1 ou 2 fois par an quand on peut, et qui en est au numéro 29 alors qu'on existe depuis pratiquement 20 ans, donc on n'a pas été très régulier. On publie beaucoup de nouvelles. J'en lisais, mais sans forcément être... Et puis tout à coup, effectivement, je pense qu'il y a eu une espèce de défi de se dire moi aussi je vais essayer d'en écrire. Et en fait, il y a vraiment... je me suis rendu compte que par ailleurs, il y avait des accidents ou des coïncidences de l'existence qui pouvaient donner lieu à des nouvelles. Et à peu près au même moment, donc ça a eu la conflagration du désir d'écrire des nouvelles et puis de prendre la conscience du fait que je pouvais aussi écrire autre chose que des romans. Allora ho cominciato a scrivere racconti dopo molto tempo che mi occupavo di Visage Vert, questa rivista che è lì. A un certo momento è una rivista che ha il numero 28, 29, 29? Al numero 29, ma in realtà esiste da 20 anni, quindi non è uscita in modo molto regolare, ma a forza di leggere questi racconti mi sono detta che forse c'era la possibilità di lanciare una nuova sfida a me stessa, che fosse qualcosa di diverso dalla scrittura dei romanzi. Et je me demande si c'est pas arrivé en particulier avec une nouvelle que du coup je conseille à tout le monde de lire. C'est totalement différent de ce que je fais et c'est une forme qui elle est utilisée là de manière tellement parfaite et avec tellement d'ironie et de grinçant et je pense que ça reste pour moi une sorte d'horizon chimérique en termes de nouvelles. C'est jamais ce que j'écrirais parce que c'est des choses vraiment très très différentes de ce que je fais. Et je l'ai traduite pour le Visage Vert et ça reste un peu mon étalon en quelque sorte en termes de nouvelles. C'est la nouvelle de Max Beerbohm qui s'appelle Enoch Soames, qui est une nouvelle diabolique dans tous les sens du terme. Et si vous pouvez mettre la main sur Enoch Soames, c'est prodigieux. Allora c'è un racconto in particolare che probabilmente ha fatto scattare questo bisogno di scrivere racconti, che è un racconto che è completamente diverso da quello che scrivo io e che ho dovuto tradurre e che probabilmente non scriverò mai nulla di questo genere, ma ve lo consiglio molto. Répéter le titre. Enoch Soames, qui est le nom du personnage principal et qui vient d'un recueil qui s'appelle 7 personnages, qui est un recueil de toute façon génial, mais Enoch Soames c'est encore plus excellent que le reste. Di una raccolta che si intitola 7 personaggi, è una raccolta eccezionale, ma in particolare questo racconto. Voilà, et donc la première nouvelle doit dater d'à peu près... Enoch Soames c'était 97 pour des tas de raisons, je m'en souviens fort bien. Et peu après, il y a une première nouvelle qui est venue. Et ça s'est suivi de manière assez régulière ensuite, jusqu'à avoir effectivement la matière pour un premier recueil. Et ensuite pour un deuxième recueil. Et entre-temps, il y avait eu un intérêt de la part de Tartarus Press, et donc les nouvelles ont été traduites en parallèle pour faire le même recueil chez Tartarus que celui que Hypnos a publié. Voilà, et pour le moment, il n'y en a pas d'autres. Pour le moment, j'ai arrêté d'en écrire il y a 2 ou 3 ans, et pour le moment, il n'en vient pas d'autres. Donc il n'y en a que 2 ? Il n'y a que 2 recueils pour le moment. Deux recueils? 2 recueils de 15 nouvelles. Ok. Quindi inizialmente c'è stata una prima raccolta di racconti che è stata seguita subito dopo da una seconda, e al momento però non ce n'è più, non ha più scritti, ma appunto risale più o meno dopo, intorno al 97, che ha cominciato a scrivere racconti, e all'inizio è venuto in maniera molto facile, e quindi c'è stato l'interesse di questo editore che l'ha pubblicata, e
e da allora insomma, ci sono solo queste due raccolte di racconti, ecco. Mais comme c'est des formes assez des textes qui sont assez viscéraux, effectivement, assez je me dis qu'il n'y a pas forcément tout le temps une substance en moi à faire des choses aussi viscérales. Je crois que l'un des derniers a été assez pas pénible à écrire, parce que si c'était vraiment pénible d'écrire, je pense que je ne le ferais pas. Mais celui qui s'appelle Vivre sauvage dans les villes, qui est je sais plus si je crois que c'est le dernier du recueil. J'ai mis un certain temps à l'écrire, et c'est vrai que c'était une plongée de plus en plus profonde dans un certain nombre de choses assez que vous découvrirez, qui sont peut-être relativement intenses. Moi, je trouvais pas ça totalement aussi épouvantable que ça, mais je comprenais bien ce que ça m'avait coûté de l'écrire. Et j'ai quelques amis qui ont coincé sur cette nouvelle-là, en fait, qui n'arrivent pas vraiment à la lire, quoi. Donc j'en ai conclu que j'avais atteint une certaine limite, et qu'après il fallait soit que je fasse un peu autre chose, soit que je reconstitue mon capital de viscères, en fait, pour recommencer ensuite à écrire de cette manière. Quindi la ragione per cui dice di aver smesso di scrivere per ora racconti è proprio questa natura viscerale di questi racconti, per cui scriverli le è costato molto. In particolare l'ultimo racconto della raccolta, molta gente è rimasta un po' forse scioccata da questo racconto, che è molto intenso, e quindi si è detta che probabilmente ha bisogno di ricostituire un po' queste viscere e passare per il momento ad altro prima di riprovare a scrivere altri racconti. Un paio di domande. Devo chiedere ad Anne Sylvie, ci sono alcuni elementi ricorrenti nei suoi racconti. Uno è il mondo animale, che è sempre presente, insomma, in queste novelle, e poi l'elemento del sangue, che è un altro elemento, diciamo, costante. Ecco, volevo come si inseriscono questi elementi nei suoi racconti, e che portano, tra l'altro sono veramente d'accordo che sono dei racconti, l'ultimo ma anche la maggior parte degli altri, veramente intensi, cioè sono un concentrato di emozione, secondo me sono molto, hanno nell'intensità e nell'originalità una delle caratteristiche più forti. La domanda era appunto sull'elemento del mondo animale e del sangue. Le monde animal, c'est un peu, alors c'est une composante de l'existence, mais c'est vrai que j'ai grandi dans une famille de naturalistes, et on passait beaucoup de temps pendant les vacances à se promener dans la nature, à regarder les fleurs, à regarder les oiseaux, à regarder les pierres. C'était assez c'est une composante importante peut-être plus importante que certains autres enfants. Et quindi l'elemento animale fa parte un po' della vita, ma in particolare io sono cresciuta in una famiglia di naturalisti, quindi passavamo molto tempo a guardare i fiori, le piante, i sassi, eccetera, quindi fa molto parte della sua vita, della sua infanzia. Et en fait, il y a une composante d'inquiétude qui est assez, dans le monde animal, qui est assez forte, et qu'on peut ressentir, qu'on peut ou ne pas ressentir, mais pour moi, ça faisait vraiment partie de l'existence, et j'ai plusieurs souvenirs assez particuliers de découverte de tel ou tel oiseau, de découverte de... On allait beaucoup en montagne notamment, et la montagne à cette époque-là, qui n'est pas très lointaine, mais que quand même un peu lointaine, on trouvait encore beaucoup de cadavres d'animaux dans la montagne. La montagne était beaucoup moins
Je sais qu'en France maintenant on évacue les brebis mortes, les vaches mortes, etc. Mais quand j'étais enfant, on se promenait quasiment pas une fois, on passait pas une journée sans tomber sur une charogne, et c'est des choses qui sont assez marquantes en fait. E quindi c'è un elemento molto forte di come dire, sì, di inquietudine, di questo elemento appunto intenso legato agli animali. In particolare diceva che quando passeggiava in montagna all'epoca, quando era bambina, si trovavano molti cadaveri di animali. Adesso in Francia vengono rapidamente eliminati, ma all'epoca non passava un giorno che non si trovasse la carogna di qualche animale, qualche animale selvatico che è morto, insomma, in mezzo alla montagna. Quindi c'è questo elemento un po' disturbante, ecco. Alors c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais pourquoi il y a tant de moutons morts chez toi? Parce que j'en ai probablement vu beaucoup quand j'étais enfant, et aussi parce que c'est comme ça revient. Et je discutais tout à l'heure avec Laura, et je lui disais qu'il y avait des coïncidences, j'en vois peut-être plus que même encore maintenant en Écosse par exemple, ou dans des coins comme ça où on les laisse davantage. Peut-être que je les attire aussi, en tout cas il y en a. Allora, spesso le chiedono perché ci sono così tante pecore morte nei suoi racconti, e dice che probabilmente perché ne vedeva tanti quando era piccola, ma dice che ancora adesso in certi posti, come per esempio in Scozia, si trovano ancora questi cadaveri di pecore in giro. Quindi diceva, forse sono io che li attiro, comunque è così, insomma. Voilà, donc oui, voilà, et la composante anatomique, viscérale, qui, je pense, chez beaucoup d'auteurs d'horreur, d'auteurs peut-être pas simplement de fantastique, mais d'auteurs d'horreur, bon, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est des choses qui nous intéressent en général assez tôt dans la progression, qui probablement intéressent tous les enfants, et puis qui collent ensuite à certaines personnes plus qu'à d'autres, et voilà, c'est des choses qui collent encore, et qui éventuellement sont là aussi parce que peut-être parce qu'il y a une certaine histoire familiale, peut-être parce que, et puis aussi simplement parce que j'apprécie, j'ai un côté, bien sûr, dont je ne peux pas nier, effectivement, légèrement nécrophile, au moins au sens totalement intellectuel du terme. Uniquement, en fait, intellettuale. Per quanto riguarda l'elemento anatomico, viscerale, quindi diceva ci sono molti autori di horror che parlano di queste cose, probabilmente insomma un po' tutti i bambini sono attratti per queste cose, e poi alcuni rimangono attratti anche dopo. Probabilmente è quello che è successo a me, insomma sono rimasta attratta da queste cose, e sì, c'è un lato un po' necrofilo che però ci tengo a precisare che è unicamente l'intellettuale. Volevo sapere se credo che questi racconti veramente originali si capisce subito quando un autore fa riferimenti, riprende altri maestri del genere, o quando scrive qualcosa di proprio, di sentito, in questo caso appunto viscerale. Volevo sapere comunque se la sua scrittura, sia nei racconti ma anche nei suoi romanzi, ha delle influenze letterarie particolari, sia del fantastico francese o comunque in generale di altri autori del fantastico.
Oui, je pense qu'on n'écrit pas du tout on n'écrit absolument pas de nulle part, et j'ai été aussi pour monter à l'enfance, mais c'est évidemment indispensable quand on parle en tout cas, pour moi, le goût de l'écriture vient d'assez tôt. J'ai lu assez vite des romans policiers. J'ai été une grande lectrice de beaucoup de très jeunes gens, notamment de Maurice Leblanc. Et c'est vrai que chez Maurice Leblanc, il y a apparemment beaucoup de légèreté, beaucoup d'amabilité, le gentleman, le Arsène Lupin, etc. Mais en fait, ce sont des romans qui sont très cruels. Et on parlait aussi, pour l'épouvante animalière. Je sais aussi que j'ai retenu ça chez lui, je l'ai retenu chez Sherlock Holmes, chez Conan Doyle, le côté les crimes commis par des animaux, des choses comme ça qu'il y avait dans les enquêtes de Sherlock Holmes. Et puis effectivement, je pense que tout ça a contribué au départ à former un type d'écriture de toute façon, même en roman, qui va plutôt vers la sensation et vers des choses un peu... j'ai jamais tellement apprécié l'écriture psychologique à la française ou l'écriture un peu blanche. Il m'a toujours fallu des choses un peu relevées. Et après, sont venus des auteurs comme Nerval, des auteurs allemands. Enfin, j'ai beaucoup lu Kafka, j'ai beaucoup lu de la poésie aussi, et puis tous les auteurs romantiques français, les Hugo, les Dumas, les grands écrivains, les grandes auteurs, je sais pas comment on dit maintenant, anglaises, les sœurs Brontë, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est le début du développement, et après, c'est parti. Sì, naturalmente una scrittura non viene dal nulla, e io da piccola soprattutto leggevo molti polizieschi, sono stata molto influenzata da Maurice Leblanc, che sì, il ladro gentiluomo eccetera, però alla fine è anche molto crudele, e lo stesso anche ho tratto un po' lo stesso esempio anche da Sherlock Holmes, dove ci sono anche elementi di animalità eccetera, e poi per esempio anche Nerval parlava del fantastico tedesco, Kafka, anche autori inglesi, insomma ci sono tutta una serie di influenze che sono entrate nei suoi racconti e nei suoi romanzi. On peut aussi ajouter des influences, je pense qu'on le reconnaît également, des influences picturales assez fortes. J'étais, à toute mon époque de formation, j'étais très amatrice de symbolisme anglais, français, belge. Donc c'est des choses aussi qui marquent, au moins qui marquent sur le plan visuel, et après lesquelles on écrit, je pense, même si c'est du visuel, on écrit évidemment différemment. Même chose pour le cinéma, il y a un cinéma qui a influencé à un moment et qui continue, peut-être maintenant d'ailleurs plus d'influencer que d'autres auteurs, en fait, que des auteurs de l'écrit, pardon. Quindi c'è anche un elemento di influenza da parte della pittura, soprattutto il simbolismo di vari paesi, e molto il cinema, che l'ha segnata molto, più che altri autori, altri scrittori, ecco. Infatti mi ho un po' anticipato, perché appunto è una delle caratteristiche di questi racconti che io ho riscontrato era un forte elemento visivo, cioè sono dei racconti che mentre si leggono non si può fare a meno di crearsi delle immagini forti, e questo secondo me è un elemento molto positivo. Quindi poi ne parleremo anche magari nel prossimo intervento, che l'horror e certi generi sono stati molto influenzati ovviamente dalle arti visive, e sicuramente questi sono dei racconti che hanno una forte componente visiva. E volevo adesso invece chiederti qualcosa, Sylvie, sulla tua attività di curatrice di Le Visage Vert, questa rivista bellissima che io ho sfogliato brevemente, tra l'altro ho trovato subito un'illustrazione di Alfred Kubin, quindi già mi sono innamorato. E niente, volevo chiederti un po' della tua
questa attività, parlando così anche un po' della situazione del fantastico contemporaneo in Francia. En fait, donc, quand la création du visage vert, elle remonte aux années, au milieu des années 90. On était tout un groupe d'amis pour des raisons, on s'était rencontrés soit pendant nos études, soit pour l'amitié, quoi. Et autour d'une personnalité qui est un monsieur qui s'appelle Xavier Legrand-Ferronnière, qui est un énorme collectionneur, compilateur et connaisseur de littérature fantastique. Je pense qu'il en accumule, c'est vraiment une passion depuis ses plus tendres années. Et il avait des fanzines déjà dès ses 15-16 ans, et puis il y a un moment où il a voulu créer une revue, en fait. Et donc, quindi è una rivista che è stata creata un po' da un collettivo di amici negli anni 90 che si sono riuniti intorno a un personaggio, le nom c'est? Xavier Legrand-Ferronnière, che era un po' un collezionista di letteratura, di letteratura fantastica, che ha voluto appunto creare questa rivista, e quindi si è creato questo collettivo di amici fondamentalmente che hanno deciso di creare questa rivista. Alors c'est lui en fait qui m'a mis le pied à l'étrier pour les premières traductions que j'ai faites en parallèle de mon boulot de l'époque. Et puis en 92, Fritz Leiber en fait. Et c'est vraiment lui aussi qui m'a incité à lire plus de fantastique contemporain, qui m'a vraiment poussé vers des choses plus encore plus épicées probablement que ce que j'aurais lu moi-même. Donc je lui dois aussi non pas une orientation, mais une confirmation de l'orientation de mes goûts, je pense. È stato lui che mi ha spinto verso la traduzione con Fritz Leiber, e soprattutto che mi ha spinto verso dei testi più intensi, più forti. Quindi non è che mi abbia fatto cambiare gusti, insomma, ma mi ha spinto in una direzione in cui già andavo, ma con più forza, ecco. Il m'a embêté notamment pendant des années pour que je lise Les Confessions du pêcheur justifié de James Hogg. Quand j'ai fini par le lire, évidemment, j'ai trouvé ça grandiose, mais il a fallu une certaine opiniâtreté de sa part. C'est un grand roman gothique écossais qui est vraiment une merveille aussi d'étrangeté. Ouais. Mi ha spinto soprattutto a leggere les Confessions du pêcheur justifié. Ah, ok. James Hogg. Okay, non ricordo il titolo, la traduzione italiana non la ricordo esattamente. Quindi ha insistito veramente molto perché leggessi questo libro. Voilà, et donc en fait quand on a été suffisamment de force, on a décidé de monter cette revue, et qui a été à l'origine aussi de publication sous forme de livre. Dans un premier temps, on a été publié par quelqu'un qui a été une grande éditrice de fantastique, qui est Joël Losfeld, dont le père était lui-même un grand éditeur de fantastique, au Terrain Vague notamment, et sous son nom, éditeur de livres érotiques, aussi grand spécialiste des procès en tout genre, avec la censure et avec les huissiers, donc un homme remarquable. Ok. Je me suis un peu perdue. Voilà, la revue, pour commencer, donc notre revue avait été remarquée par Joël Losfeld. Ok, quindi la rivista è stata notata da un'editrice che si chiama Joël Losfeld, che era lei stessa figlia di un editore molto importante. Oui, qui a édité du Kubin notamment, qui a édité la ville, et je me souviens plus de l'autre côté de Kubin, qui a un très très beau roman, en fait, plein de choses merveilleuses. Et donc avec elle, et ensuite avec un autre éditeur, et ensuite à notre compte, on a pu publier aussi un certain nombre de grands auteurs qu'on aime,
On a publié du Machen, on a publié les contes de Lord Dunsany, on a publié du Hodgson, on a publié des auteurs français aussi, on a publié beaucoup de choses. Et puis on a poursuivi avec la revue en passant longtemps pour des terreurs de cadavres vraiment, parce qu'on ne faisait que des auteurs morts. Donc il y a eu un autre éditeur? Oui, un éditeur qui s'appelle Terre de Brume. Ah, ok. Quindi poi c'è stato un altro editore, Terre de Brume, e sono riusciti a pubblicare moltissimi autori, insomma ha fatto un po' una lista che a loro piaceva particolarmente, e a partire da un certo momento hanno cominciato a pubblicare solo degli autori morti fondamentalmente. Voilà. Mais maintenant on est depuis on est nos propres maîtres depuis 2008. On a récupéré et la revue et la petite maison d'édition qu'on avait montée à côté, et donc on publie aussi un certain nombre, on publie davantage maintenant, et on s'ouvre davantage aux auteurs vivants, et on essaye aussi à chaque fois quand on peut, quand on a des bons projets, on a publié des auteurs roumains, on a publié des auteurs italiens, on a publié des auteurs chiliens, on va publier un auteur polonais d'importance qui est Grabinski, et puis on publie alors pas de plus en plus forcément, mais on publie plus d'auteurs français vivants et des auteurs américains. J'essaye de veiller, je suis un peu à la recherche des auteurs américains et anglais contemporains. Da partire dal 2008 siamo diventati padroni di noi stessi, e quindi sia della rivista sia della piccola casa editrice che avevamo creato, e da allora pubblichiamo anche autori viventi, in particolare rumeni, italiani, molti francesi, e stiamo cercando sempre di più anche americani e inglesi. Et tu voulais que je parle un peu du fantastique en France à l'heure actuelle? Ça va mieux. Non, en fait, ça n'est jamais allé vraiment mal, mais je pense qu'à un moment, on a en France expulsé la littérature fantastique de la littérature générale, probablement dans le cours des années, je sais pas, je dirais 20 ou 30. Et il y avait une dichotomie importante entre les auteurs de bonne littérature générale, bien écrite, et les auteurs de fantastique étaient toujours un peu suspectés d'écrire. C'est un phénomène courant, cette croyance que parce qu'on touche à l'imagination et à des choses un peu épicées justement, on écrit forcément de manière nulle ou gauche. Et voilà, c'était un peu. On avait malheureusement le temps des Naudier, le temps des Nerval et des Dumas était passé, et on était un peu dans ce souci. Adesso va un po' meglio, non è che sia mai andata veramente male per il genere fantastico, ma c'è stato un momento intorno agli anni 20-30 che è stato espulso dalla letteratura generale, il genere fantastico, ed è stato visto un po' come insomma non era veramente letteratura, il tempo, insomma l'epoca dei Nerval o dei Dumas era passato, e quindi insomma uno sguardo un po' è una cosa abbastanza ricorrente, insomma. On est encore très embarrassé en France, je pense, on est encore très dans une forme de littérature où ce qui se lit, ce qui se publie le plus, c'est quand même beaucoup de la fiction psychologique ou d'autofiction ou des choses comme ça. Mais en fait, le fantastique ou les littératures de l'imaginaire reprennent, je pense, grignotent lentement sur ce domaine, et les frontières deviennent de plus en plus floues. Et là, je pense que c'est un vraiment bon signe. Quindi in Francia si pubblica, si vende soprattutto insomma, una letteratura, per esempio letteratura psicologica o altri tipi di letteratura più mainstream, ma il fantastico sta, come dire, guadagnando terreno sempre di più,
e comincia appunto a conquistarsi un posticino anche nella letteratura générale. Et ça va comme ici, je pense, avec une multiplication de maisons d'édition assez petites, indépendantes pour le moment, assez audacieuses et qui vont en général ne pas se soucier des spécifications de genre. Je pense à des gens comme l'Ogre, les éditions de l'Ogre. Je pense, c'est des petites maisons fragiles, mais le temps qu'elles sont là, elles font des choses intéressantes. Dystopia, avec l'Arbre Vengeur, pas mal de gens qui, petites maisons, font des choses vraiment sans distinction de genre. Et l'absence de distinction, ça veut dire en général qu'on va vers les littératures de l'imaginaire. C'est une porte ouverte en fait. Quindi in Francia, un po' come succede qui, c'è una moltiplicazione delle piccole case editrici che si occupano appunto di vari generi, senza veramente occuparsi di mettere frontiere a questi generi, e penso che nel momento in cui non si mettono frontiere ai generi si va sempre di più verso un tipo di letteratura fantastica. Alors que les grosses maisons se mettent encore des barrages en fait et sont encore dans une... donc on ne verra pas Gallimard sortir effectivement, sauf à tomber sur un auteur qui impose sa marque, comme quelqu'un comme Antoine Volodine par exemple, qui est peut-être connu ici, je ne sais pas, mais qui a à lui tout seul inventé le genre du post-exotisme. Post-exotisme, c'est sa manière de dire qu'il est nulle part, c'est-à-dire dans le fantastique et dans l'imaginaire. Il ne veut pas qu'on dise que c'est du fantastique, donc il dit post-exotisme et c'est du fantastique. Post fa sempre il suo effetto, dire post. Le grosse case editrici invece hanno questa tendenza a mettere delle barriere fra i generi e tranne quando capitano appunto fenomeni come questo post-esotismo che non sta né di qua né di là, non è veramente né fantastico né letteratura generale, allora ma in genere i grandi editori invece tendono a proprio non usare il nome fantastico. Sì. Et puis le fait que ça, le mouvement, je pense, soit un peu similaire dans un certain nombre de pays, fait qu'on a aussi, on fait traduire, on importe en France des tas d'écrivains qui sont aussi sur des marges et sur des frontières fragiles, et ça nous aide également à en faire autant, c'est clair. E il fatto che questo fenomeno sia simile un po' in tutti i paesi fa sì che anche noi possiamo tradurre autori che insomma sono un po' vanno un po' nella nostra stessa direzione, ecco. Et en même temps, on garde une littérature plus nettement identifiée, soit en science-fiction, soit en fantastique, qui est tout à fait fière de sa différence et qui s'illustre par un certain nombre de maisons, effectivement, et un certain nombre d'auteurs qui vont, eux, de toute façon, ne pas du tout s'embarrasser de ne pas être dans la littérature mainstream. Ils s'en fichent et ils ont raison, en fait. E comunque rimangono autori, case editrici che sono ben orgogliosi di identificarsi come fantascienza, fantastico, eccetera, e non hanno nessuna intenzione di rientrare nel mainstream, se ne fregano completamente, a ragione, insomma. Bene, visto che il tempo passa molto velocemente, se iniziamo, se c'è qualche domanda. Prego. Posso? Chiedo in italiano? Sì, certo. Abbiamo qui. Mi domando come mai, io ho letto solo alcuni racconti, nessuno, forse uno ambientato in Francia, sono tutti ambientati in Inghilterra, Giappone, Austria e mai in Francia.
C'est une bonne question. Le processus, il est... le processus de naissance d'une histoire, il part toujours d'un... Et il y a quand même, il y a quand même les deux longues nouvelles sont des nouvelles qui se passent non seulement en France, mais en plus vraiment dans ma banlieue, là où j'habite. C'est les paysages que je vois tous les jours en sortant de chez moi. In realtà ci sono i due racconti più lunghi, sono ambientati non solo in Francia, ma nel mio quartiere, proprio che quello che vedo tutti i giorni. Encore. Et vous verrez, le dernier, notamment le Vivre sauvage dans les villes, c'est vraiment le parcours quand je vais à Paris à pied, c'est le parcours que je prends. C'est l'autoroute, c'est le périphérique, l'autoroute et le RER et les maisons de banlieue, c'est chez moi, quoi. E soprattutto l'ultimo racconto vedrete è proprio il percorso che faccio io tutti i giorni, quindi l'autostrada, la tangenziale, la metropolitana, proprio quello che è proprio la mia zona, ecco. Mais sinon c'est parce que à chaque fois ça part d'un événement ou d'un petit accident ou d'une petite chose de l'existence réelle qui m'a tourné dans l'imagination et qui s'est développé ensuite qui s'est enrichi en une histoire. Et souvent ces histoires se passent, il y en a beaucoup en Écosse parce que j'allais beaucoup en Écosse à une époque. E altrimenti spesso questi racconti nascono da un piccolo evento, da un piccolo incidente che è successo nella vita reale, da cui poi ho sviluppato tutta una storia. E spesso queste storie accadono altrove semplicemente perché questi piccoli eventi sono successi altrove. Per esempio ce ne sono diversi che sono ambientati in Scozia perché vado spesso in Scozia. Mais je pourrais vous dire aussi que c'est parce qu'en France on enlève les charognes, pas en Écosse. Plus en Écosse. En France on enlève les charognes, on retire les charognes, pas encore en Écosse. Ma questo è anche dovuto al fatto che in Francia si tolgono le carogne, mentre in Scozia no. Non, mais c'est pour ça. Prego. Tanto, scusate, io parlo francese, non ho per forza parlare. No, ma meglio così tutti Spero che mi capiscono la domanda. Ha parlato della separazione fra l'immaginario e la narrativa mainstream, realistica, mimetica, chiamatela come volete, in Francia. Le assicuro che in Italia è peggio. Prima cosa. E vedo che qualcuno dice di sì. Ma secondo lei l'ultimo premio Nobel attribuito a questo signore giapponese che ha scritto qualche Resto del giorno, ma soprattutto ha scritto un romanzo distopico su clonazione, trapianti d'organo, ed è diventato un premio Nobel. Può servire a sdoganare gente? Oui, certainement, mais ça doit pas être le premier Nobel qui s'intéresse au fantastique, je pense. Mais en même temps, oui, ça. Sauf qu'il n'est pas en France comme peut-être en Italie. En tout cas en France, il n'est pas considéré comme un auteur fantastique. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lâché en fait, qui se souviennent des Vestiges du jour. Puis du suivant, et puis alors Avec toi toujours, déjà ça les... Et alors j'ai pas mal d'amis ou non fantastiqueurs qui disent le géant endormi, alors là, voilà, donc il y a encore du travail quand même. Allora sì, sicuramente può servire, peraltro ci sono stati sicuramente altri Nobel che hanno scritto letteratura fantastica, ma non è percepito lui come un autore di letteratura fantastica. La maggior parte delle persone dei lettori si sono limitati a leggere i suoi lavori non fantastici, e poi magari quelli invece un po' più nella letteratura che rientrano nella letteratura fantastica magari dicono sì, non granché, eccetera. Et je dirais on est quand même, on va aussi avoir je ne sais pas ce qu'il en est en Italie, mais en France, on a une génération de lecteurs, de jeunes lecteurs, plus si jeunes maintenant pour les premiers, mais qui depuis 10 ou 15 ans lisent du manga, beaucoup,
s'intéresse de ce fait à non seulement au manga, mais aussi quand même au-delà à une forme de... Je parle même pas des jeux, je parle même pas des jeux vidéo, de toute une forme de formes artistiques qui ne sont pas considérées éventuellement comme de la littérature, et dans lesquelles ces jeunes gens vont finir de grandir. Et je pense que ça doit quand même apporter... Alors soit ils liront pas de livres du tout, enfin pas de livres non manga, on va dire, les mangas sont des livres, soit ça va vraiment changer quand même leur demande par rapport à la littérature, et on a aussi peut-être l'occasion de faire des choses par rapport à ça. Mais bisogna tenere conto del fatto che c'è tutta una giovane generazione che da 10-15 anni legge molto i manga oppure usa molto i videogiochi, quindi c'è tutta ci sono delle forme artistiche che da un lato potrebbero, sì certo, questi giovani potrebbero non leggere altri libri che i manga, però l'altro lato è che invece possono contribuire effettivamente a sdoganare il genere. Qualche altra... Avevo una curiosità, certo, perché adesso va molto di moda parlare di weird, termini weird, almeno qua in Italia. Volevo sapere se anche in Francia è usato questo termine o si usa semplicemente il termine fantastique. C'est utilisé aussi en France ou si on utilise seulement le terme fantastique? On utilise beaucoup le terme fantastique, et je pense aussi qu'on commence à voir le weird correspond à un décalage par rapport au fantastique, à une sorte de fantastique établi. Pour moi, weird, c'est quand on sent encore la chose fantastique, mais qu'on n'est pas trop... il apparaît des données nouvelles, et c'est une forme de comment on appelle ça, de décloisonnement weird en fait. Donc ça, c'est pas encore très utilisé en France, mais on sait qu'apparaît, on a parlé un peu avant, on sait qu'apparaissent des formes un peu nouvelles, et weird va peut-être être adopté en tant que tel. Pour le moment, j'ai pas vu d'éditeur qui se recommande de weird. On préfère, on est très, comme on est dans l'euphémisme, on dit imaginaire. Quindi non si usa al momento weird, si usa piuttosto fantastique. Per me weird è qualcosa che va ancora al di là del fantastico, è qualcosa di un po' diverso, ma penso che poco a poco, mentre arrivano sempre di più forme nuove di fantastico, questo termine comincerà a essere utilizzato. Invece la domanda su che tipo di letteratura c'è in Francia, visto che è una nazione storicamente più gelosa delle sue prerogative, vengono pubblicati tanti stranieri come qui in Italia o c'è più attenzione al mercato domestico? Je crois qu'on est parmi les pays qui font le plus traduire en fait en France. On est énormément friand de littérature traduite, et il faut être tout à fait honnête, c'est très soutenu. Les traducteurs sont bien payés comparé à pas mal d'autres pays, donc d'après ce que j'ai compris, l'Italie. Et il y a une aide à la traduction, il y a des tas de choses, il y a des séminaires, il y a tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment de ce côté-là, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a toujours eu un intérêt, et il continue, et il est extrêmement soutenu. Il cohabite avec une affection française pour la littérature française, mais c'est un point sur lequel on n'est absolument pas chauvin en France, je pense. Quindi credo che la Francia sia uno dei paesi in cui ci sono più traduzioni, e peraltro le traduzioni sono molto sostenute, cioè hanno degli aiuti di Stato proprio. I traduttori sono pagati molto bene, a quanto pare meglio che in Italia,
E quindi sì, è uno di quei, è un campo in cui non siamo per niente nazionalisti, sciovinisti, c'è molta voglia, molto desiderio anche da parte dei lettori di leggere letteratura straniera, e quindi sì, ci sono molte traduzioni. Scusa, hai introdotto l'argomento traduzioni, scusa. Volevo chiedere, lei che ha tradotto vari autori, qual è quello che ha sentito più suo? Parmi les auteurs que tu as traduits, lequel tu as senti le plus proche de toi? Il y a plusieurs proches, c'est un peu compliqué parce que ça me gênerait pratiquement probablement de traduire quelqu'un de trop proche, mais bon, il y a des traductions dont je suis... en fait, ça se fait par le style. Il y a des styles dont je sais qu'ils ne me sont pas difficiles à traduire, des écritures qui ne me sont pas difficiles à traduire alors qu'elles sont difficiles, d'aucuns les jugent difficiles, et c'est pas ça veut pas dire forcément que c'est comme ce que je fais, mais ça m'est proche d'une autre manière. Et je pensais à Lord Dunsany par exemple. C'est quelqu'un que j'aime énormément, que j'ai beaucoup de plaisir à traduire quand j'ai la chance de pouvoir en traduire. Et à Max Beerbohm qui traduit qui écrit des choses complètement différentes, qui sont très, très, très raffinées, très édouardiennes. Et puis c'est vrai que Ligotti, dont j'ai traduit un recueil il y a 2 ans, ça m'a fait un effet durable, effectivement, même au point de... après l'avoir fini avec Ligotti, je ne peux plus le voir pendant un moment. Lui. Capita a tutti i traduttori di Ligotti, credo. Mais j'y reviendrai, parce que c'est quelqu'un d'intéressant. Et puis un contemporain que j'aime énormément, qui est pas du tout connu pour le moment, même pas aux États-Unis d'ailleurs, qui s'appelle H.V. Chao, et c'est pareil, ça me fait beaucoup et je le traduis facilement alors qu'il est plutôt difficile. Allora, gli autori più o meno li avete sentiti, più che altro traduco la parte precedente in cui diceva non tradurrei, non mi interessa che siano miei, mi siano vicini, piuttosto è una questione di stile, uno stile che trovo più facile, che magari per altri è più difficile, ma io lo trovo più facile, quindi li traduco più volentieri. Poi ce ne sono alcuni con cui invece mi riconosco di più, però insomma, diciamo che questi. Poi vabbè, i nomi li avete sentiti. Rodersani, Pasberni. Un chiarimento su quello che hai detto prima. Da noi, se io devo tradurre un libro dal finlandese, vado all'ambasciata di Finlandia, all'Istituto di Cultura, magari mi danno un contributo. Non ho capito bene, lo Stato francese sovvenziona traduzioni dall'inglese al francese. C'est par exemple, si je veux traduire du finnois, je peux aller à l'ambassade finlandaise, alors peut-être que le ministère donne des aides. Mais par contre, en France, l'État français donne de l'argent pour publier des auteurs anglais. Oui. si. L'auteur, on a un organisme qui s'appelle le CNL, le Centre National du Livre, ou des Lettres, non du Livre maintenant. Et en fait, il y a des subventions généreuses pour les traducteurs, des résidences pour les traducteurs, et des aides à la publication. Très récemment, par exemple, c'est un exemple un peu extrême, mais un de mes brillants collègues a traduit le Jérusalem de Alan Moore, qui doit faire 3 millions de signes, qui est un énorme pavé. Et ils ont eu une aide du CNL pour mener à bien, alors qui couvrait la moitié de la traduction quand même. Et puis on a d'autres organismes, la maison à Saint-Nazaire, le Met Maison, alors je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme, mais voilà, et les régions proposent des résidences, et effectivement ça va
à des traducteurs français qui vont traduire de l'anglais, de l'italien, du russe, du chinois, du japonais, de tout ce que vous voulez. Il y a un soutien à la traduction consistant. Plus les soutiens que peuvent donner les différents pays. On va avoir des aides de la Pologne, on va avoir des aides de la Corée, on va avoir des aides de pays qui sont effectivement très moteurs. Je pense à la Corée notamment, la Corée du Sud, elle est très... les deux nations flamandes aussi, la Belgique et les Pays-Bas ont une aide à la traduction. Alors les Anglais et les Américains sont moins généreux, mais il y a une aide australienne par exemple. Il y a vraiment des choses très, abbondantes. Quindi sì, da un lato c'è il CNL, il Centro Nazionale del Libro, che dà veramente sovvenzioni molto generose ai traduttori, ma anche alle case editrici in generale, organizza residenze per gli scrittori, eccetera. E poi ci sono altri organismi anche locali, senza contare ovviamente gli aiuti che vengono dai paesi stranieri. Diceva per esempio l'Australia, la Corée du Sud, la Corée del Sud, scusate, ha detto anche l'Australia, sì. Però particolarmente diceva la Corea del Sud e poi le due nazioni fiamminghe, quindi il Belgio e l'Olanda, e quindi ci sono effettivamente diversi aiuti sia da parte dello Stato francese o comunque dei vari enti locali, anche parlava di altri enti, oppure dall'estero, insomma. C'est pas tout rose non plus, mais il faut monter des dossiers, il faut un peu convaincre ces organismes, mais ça existe quand même. Sì, non è che li regalano, bisogna mettere in piedi un dossier, bisogna convincere che effettivamente vale la pena, ecco. Va bene, direi che è il momento di chiudere, ci fanno segno. Ringraziamo tutti. Ricordo che adesso ci sarà una breve sessione di forse fotografare il libro. Gold Channel opened. Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo, siamo entrati in contatto con molte persone e l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Una produzione Recast Media Factory. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @Fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/Fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast@recast.media. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Spreaker all'indirizzo podcast.recast.media.
Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Certo che hanno una gran bella nave. E hanno un capitano ancora più grande. Allora è finita a quanto pare. Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi. Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio. Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano. Che rotta, capitano? Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.